tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je filme alors qu'il fait super soleil, ça fait trop du bien. Je vais vous parler aujourd'hui des 5 ou 6 romans que j'ai lus en janvier et en février. J'ai pas beaucoup lu, j'avais pas trop la tête à lire, je crois, mais j'ai quand même eu de super lectures, enfin du moins qui m'ont amené plein de réflexions hyper intéressantes et je me rends compte en les regardant aujourd'hui qu'il y a quand même un thème commun d'enfermement dans tous. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer par le premier qui est Emma Klein, qui est Harvey, pardon, d'Emma Klein. Alors Emma Klein, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une romancière américaine qui est née dans les années 90 et qui a fait un premier livre qui a été vachement marqué qui s'appelait The Girls, où on suivait une jeune fille qui est prise dans une entreprise sectaire qui est un peu inspirée de la famille Manson. Et elle avait aussi publié en 2023 L'invité, qui était un roman que j'avais beaucoup aimé, où on voyait une jeune femme un peu perdue qui s'incrustait dans le monde des ultra riches aux États-Unis et qui était un peu seule et triste. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et je sais pas pourquoi j'attendais beaucoup de choses de Harvey. Alors Harvey, pour vous résumer un peu de quoi ça parle, c'est un récit très court déjà qui relate de façon fictionnelle la dernière journée de Harvey Weinstein, la veille du résultat des délibérés. Donc moi sur le papier j'ai trouvé ça trop cool parce que j'aimais beaucoup la plume de l'autrice. Harvey Weinstein, je me suis dit c'est hyper intéressant parce que c'est une figure politique malgré lui, hein, qui incarne tout le mouvement MeToo. Il y a eu un avant et un après Weinstein. On va dire que c'est le gros premier porc de Balance ton porc qu'on a connu malheureusement. Et du coup, je sais pas pourquoi j'étais hyper intriguée par ce qu'elle allait faire de ce personnage. Parce que en effet, pardon, elle aurait pu. Enfin, je me suis dit, c'est un hyper bon terrain pour une romancière d'investir la peau de ce mec qui est un énorme porc. Et moi, j'ai trouvé ça assez casse-gueule parce qu'au final, j'ai pas trop compris ce qu'elle a voulu faire. J'ai lu dans une interview qu'elle disait que ce qui l'a frappé le plus, c'était en fait l'apparente banalité de la vie des monstres, quoi. Et elle a dit, ça fait peur de voir que les monstres ne sont pas monstrueux chaque jour de leur vie. Et je pense foncièrement que c'est ce qu'elle a voulu faire avec ce petit récit. Parce que, en gros, pour raconter un peu l'histoire, on suit, euh, en gros cette espèce d'Harvey Weinstein qui attend chez lui avec son bracelet électronique. Je crois qu'il a la visite un peu de sa famille. Il se remet évidemment pas en question. Il attend que la journée passe. Et en gros, il aperçoit dans son jardin un autre auteur américain, Don DeLillo. Et en fait, le petit court récit nous parle de ce qu'il pense. Alors lui, il aimerait par exemple il aimerait proposer à Don DeLillo d'adapter son best-seller White Nose. Et du coup, ça montre bien à travers cette entreprise-là littéraire que le gars, Harvey Weinstein, il est dans le déni complet parce qu'il croit qu'il va pouvoir refaire du cinéma, alors qu'on le sait aujourd'hui, il a été condamné, je crois, à 18 ans de prison. Et du coup, moi, j'ai eu l'impression, en fait, en lisant, que l'autrice, elle faisait pas vraiment de choix. C'est une écriture très plate. On déteste pas Harvey Weinstein en le lisant. On n'a pas non plus de compassion pour lui. Et en fait, moi, je me suis fait hyper chier, quoi. Enfin, il n'y a rien qui m'a frappé. Je me suis dit, elle va avoir une réflexion intéressante sur la sexualité ou quoi. Il y a un moment, un personnage féminin qui, je pense, incarne un peu toutes les victimes de Weinstein, c'est-à-dire, je crois que c'est une de ses assistantes. Et en fait, on comprend en lisant qu'elle a pas son mot à dire, hein, que c'est lui qui décide de tout. Mais à part ça, qu'est-ce que je me suis ennuyée. Donc j'étais hyper déçue. Et je le conseille pas. Mais j'étais contente de le lire parce que comment tu écris, comment tu te mets dans la peau d'un mec monstrueux, tout ça, j'ai trouvé ça très chouette, mais je pense qu'en fait, elle l'a fait trop rapidement. Je crois qu'il est sorti en. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, je vais vous dire ça. Euh, il est sorti, pardon, en 2021, donc 3 ans après le début. Et je pense que c'était trop tôt, ça a pas assez infusé et voilà, même les critiques que j'ai lues étaient pas ouf. Voilà, je vous conseille pas, mais réflexion intéressante, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait justement un récit dans la peau d'un mec comme ça ou au contraire c'est donner trop de place et c'est de donner trop d'empathie que de se mettre à la place d'un gars comme ça. C'est une vraie réflexion éthique et morale en fait. J'ai pas la réponse mais ça m'a quand même intéressé de le lire. Le deuxième livre que j'ai lu, je rêvais de le lire depuis longtemps, c'est Le Mur Invisible de Marlène Haushofer. Alors, Marlène Haushofer, j'en avais entendu parler sur Instagram, notamment par l'autrice Digli,
que vous connaissez peut-être pour ses dessins, parce qu'elle est illustratrice, mais elle a aussi publié beaucoup de 2 ou 3 récits autobiographiques. Moi, j'avais lu Ressac d'elle, j'avais pas trop aimé, mais j'aime par contre beaucoup les lectures qu'elle recommande. Et Le mur invisible, elle en parle tout le temps. Marlène Naushofer, c'est une autrice autrichienne. Et ce roman, il est paru en 1963. Donc en gros, le mouvement où les États-Unis développent la bombe hydrogène. Et dans ce livre, on ressent tout ce contexte de l'époque, sentiment général de peur. On est au début de la guerre froide. Et Marlène Naushofer, qui c'était? C'était une femme au foyer, tout simplement, qui a écrit beaucoup de romans. Mais celui-là est clairement le plus connu. En gros, l'histoire, elle est assez folle. C'est littéralement de la SF, mais bien avant l'heure. Et c'est de l'écoféminisme, mais bien avant l'heure. C'est pour ça que c'est un roman qui est hyper précurseur dans plein de points. En gros, la narratrice nous raconte l'histoire d'une femme qui est dans un chalet avec ses proches, normalement, normal, elle vit sa vie. Et un beau matin, il y a une catastrophe planétaire qui survient. C'est-à-dire qu'il y a un mur invisible qui va se dresser entre, euh, entre elle et l'autre monde. C'est-à-dire qu'elle est là, et là, il y a un mur invisible qui se dresse et elle voit derrière ce mur invisible toute la vie qui est figée. Donc elle voit des vaches comme ça, un mec comme ça. Et enfin, le mur ne se touche pas, mais juste elle sent qu'autour du mur tout est figé. Donc elle a un espèce d'espace de périmètre qui est réduit, dans lequel elle va devoir vivre et se débrouiller. Et en fait, ce livre, c'est vraiment le journal. Elle le raconte sous forme de journal, mais c'est vraiment un journal très pratique. C'est pas du tout sentimentale, il n'y a pas de lyrisme. En fait, concrètement, elle va raconter tous les jours ce qu'elle fait pour survivre. C'est-à-dire, elle va devoir adopter des bêtes. La place des animaux est hyper importante parce qu'elle va avoir une vache, elle va avoir des chiens, des chats qui vont lui permettre de survivre, d'avoir de la compagnie, mais aussi la vache va lui permettre de faire du lait, etc. et donc de vivre. Et donc, elle va raconter comment elle mange, comment elle se nourrit, comment elle fait pour survivre au froid. Donc elle est dans un chalet, mais après l'été, elle va aller dans un autre petit chalet qui lui n'est pas dans le périmètre figé. Voilà, elle raconte comment elle économise ses réserves, comment elle fait pour ne pas tomber dans la folie. Et en fait, évidemment, le mur, c'est une métaphore de l'emprisonnement des femmes, hein, de leurs conditions féminines, de leur situation. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce mur, qui crée donc cette séparation, lui permet aussi de créer ce refuge dans lequel elle est enfin safe, elle est avec ses animaux, elle fait ses tâches, elle est gênée par aucun homme, elle est gênée par aucune injonction à travailler pour ses enfants, elle vit que pour elle-même et pour survivre. Et du coup, ça lui permet aussi de se sauver elle et de sauver sa féminité. Et ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que c'est un récit qui est très énergique. Il n'y a pas du tout de lamentation. J'aimerais bien vous lire des pages, mais je ne sais pas si j'ai corné des pages intéressantes. Euh, euh, Non, mais c'est très détaillé, mais c'est très bien écrit, mais c'est très simple. Et je veux pas spoiler, mais la fin est assez merveilleuse. Parce que, enfin, je peux pas dire, mais la fin renforce encore plus la portée politique de ce texte. Voilà. Je trouve qu'à lire, c'est pas hyper. Tu te dis pas le soir, ah, j'ai trop hâte de lire Le Mur Invisible, parce qu'en fait, c'est quand même assez redondant. Mais je sais pas comment elle arrive à faire un récit de 320 pages où finalement toutes ces tâches, cette espèce de survie, hein, c'est comme une Robinsonade, elle arrive à en faire quelque chose de très intéressant et simple. Moi, j'ai adoré, par exemple, tous les passages sur son rapport aux animaux, puisqu'il y en a qui meurent, il y en a qui survivent, et elle lie des liens à chaque fois très uniques avec eux, et ça m'a énormément plu. Donc, je trouve que ce livre est tout simplement assez bluffant. Voilà. Donc, je peux que vous le recommander. C'est génial. Après, je vais vous parler de Britney Spears. Donc, la femme en moi, trop contente. Je l'ai trouvé à Emmaüs, je crois, à 2 euros, alors qu'il vient de sortir, il est sorti en octobre. Et en fait, moi, je voulais grave le lire parce que j'avais un peu travaillé quand j'étais au Monde j'avais fait un épisode sur Britney Spears. Et en même temps, j'étais encore gênée qu'une fois de plus, on fasse le récit de sa vie à sa place. Et là, j'étais trop contente de me dire, ok, en fait, c'est une reprise en main totale du récit, c'est-à-dire que c'est elle qui l'a écrit. Et c'est quand même la meilleure façon de dire qui on est et d'exister par soi-même, d'écrire soi-même. Alors évidemment, moi j'avais beaucoup de préjugés avant de le lire parce que je me suis dit, bon, Britney Spears, en fait, elle sait pas écrire. Et c'est vraiment un. C'est un. Comment dire, c'est. Ouais, c'est un cliché.
classiste, je sais pas. Effectivement, elle l'a pas écrit, hein, elle a eu un ghostwriter, donc c'est un auteur et un journaliste américain, Sam Lensky, qui a aidé à écrire le roman. Mais j'ai trop aimé, enfin j'ai trop aimé alors que je connaissais vraiment la vie de Britney Spears. Mais j'ai encore plus appris des détails sur son rapport avec son père qui était horrible. À un moment donné, il lui dit Britney Spears, c'est moi. Quand elle lui demande pourquoi il refait des tournées alors qu'elle est fatiguée, etc. Elle lui dit en fait, ma belle, Britney Spears, c'est moi, c'est pas toi. Et il y a l'usurpation d'identité totale en fait. Durant tout le récit, elle nous raconte comment on a usurpé son identité et son corps à ses dépens, notamment le rôle de l'industrie, des médias, de sa famille, mais aussi des hommes toxiques qui ont partagé sa vie. Donc Jamie Spears, donc il a mis sous curatelle pendant 13 ans, qu'il a interdit de boire du café, de conduire une voiture. Il y a un moment donné, elle prend des compléments alimentaires et il considère comme ça comme de la drogue, donc il l'envoie en cure de désintoxication. Hyper, enfin horrible en fait. Tout son rapport à l'argent où il l'a fait performer à Las Vegas pour des milliers alors que Britney Spears elle est complètement épuisée. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, euh, à, à- mais à mon plus grand désarroi, c'est qu'en fait ce roman il est pas du tout, enfin ce témoignage il est pas du tout vindicatif. Il y a une espèce d'optimisme et de naïveté qui est même assez troublante parce que on sent très peu de méchanceté de Britney Spears vis-à-vis des gens qui l'ont détruite. Il y a peu de pathos alors qu'elle a traversé un enfer et je pense que c'est un choix aussi dans la retranscription de Sam Lensky de faire un roman qui est vraiment à l'image de Britney Spears. C'est quand même une personne solaire, hein, on la voit dans ses vidéos quand elle fait ses petites danses un peu cheloues. C'est pas quelqu'un qui va nous abreuver dans son témoignage de références féministes, d'avoir un recul sur ce qu'elle a vécu. Elle parle pas d'autre chose qu'elle, c'est centré sur elle. Il n'y a pas de parallèle avec d'autres stars, de parallèle avec d'autres théories féministes. Mais moi, c'est ça que j'ai adoré parce que c'est un pur témoignage, voilà, qui m'a beaucoup touchée et je l'ai senti très très seule en fait. Et son rapport à sa famille m'a désolée. Aussi son rapport avec sa sœur qui est très douloureux. Et juste à la fin, ça m'a fait rire. Je voulais vous en parler. En remerciement, elle a mis. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû vous dire que ce livre serait rédigé en emoji, n'est-ce pas? Clin d'œil. Et là, elle a mis plein d'emojis tulipes. Et après, elle a dit je tiens à remercier toute l'équipe qui a travaillé. Ce livre est dédié à mes fans, etc. Mais trop bien, trop bonne lecture. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Trop, trop chouette. Et après cette lecture incroyable sur Britney Spears, j'ai ma copine Garance qui m'a prêté Britney pour Britney de Louise Chenevière. Louise Chenevière, je n'avais rien lu sur elle. Elle avait sorti un premier roman comme La Chienne en 2019, qui était un récit fragmenté, je crois qu'il prenait la parole, enfin plusieurs femmes prenaient la parole. Après, elle avait écrit un autre roman en 2019 qui s'appelait Mausolée, qui était une longue lettre à l'homme qui l'a quitté. J'ai trop envie de le lire, mais ce roman m'a trop trop plu. Donc Garance me l'a conseillé en me disant que c'était très beau, que c'était de la grande littérature. Et effectivement, c'est merveilleux. En gros, j'ai trouvé ça hyper intéressant de le lire après d'avoir lu la biographie de Britney Spears parce que c'est pas du tout la même chose. En gros, pour Britney, Louise Chenevière, elle revient sur la figure de Britney Spears, qui était une figure qu'elle adulait quand elle était petite, parce qu'elle enviait sa force, sa liberté de danser en petite tenue, de chanter, d'être heureuse. En fait, elle enviait sa joie et son innocence. Et elle raconte que plus elle grandit, plus cette admiration qu'elle a pour elle, elle la retourne en haine, en fait, parce qu'on déteste les femmes qui sont libres et qui sont sexy et qui l'assument, parce qu'on sait que nous, c'est plus possible pour nous. Et en fait, elle raconte ce que c'est que d'être une femme et de voir son plaisir innocent justement de jouer, d'être dans la création, d'être dans le bonheur, dans l'innocence, ce que c'est de voir cette espèce de joie-là qui devient... ce que c'est de se faire voler sa joie et son innocence en fait. Et du coup, elle le raconte à travers beaucoup d'anecdotes sur ce qu'elle a vécu, elle, dans ses relations amoureuses, mais aussi en tant qu'autrice, avec des hommes qui lui disent ah, t'es blonde et sexy, j'imaginais pas ça, et donc toute cette espèce d'admiration dégueulasse qui va créer un désir chez les hommes. Elle raconte des choses sur évidemment le consentement, sur ce qu'on se bride à faire en tant que petite fille. Elle parle donc aussi beaucoup de Britney Spears, mais pas tant. Elle parle aussi beaucoup de Nelly Arcane, donc l'autrice qui était prostituée,
et pour moi, c'est vraiment toute cette joie et cette innocence que les expériences humaines et les expériences avec des hommes nous ont volé. Et c'est trop beau. C'est une très belle plume, ça se lit vraiment d'un trait, je crois que je l'ai lu en 1 heure. Il y a un placement des virgules qui est très juste et c'est comme une longue phrase. Alors il y a quand même des points, etc. Mais moi je l'ai lu un peu sans reprendre mon souffle d'un seul trait, comme si l'autrice elle-même avait pas réussi à respirer pendant toutes ces années de violence. Donc c'est dense, mais c'est très beau et c'est assez réparateur. Je me suis dit en le lisant, c'est pas du tout quelque chose qui met plus mal que l'on est en le lisant. Au contraire, ça crée de la lumière dans nos expériences de femmes. Incroyable. Voilà, je vous conseille trop. Est-ce que vous avez lu d'autres livres, d'autres romans d'elle? Parce que là, j'ai clairement envie de lire les autres. Euh, voilà, trop, 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 trop bien. Donc, on peut fermer le chapitre Britney Spears. Après, j'ai 3 autres livres. Le premier que j'ai trop aimé, c'est Demain et demain et demain de Gabrielle Zévin. Je l'avais grave vu sur BookTok pardon, en anglais et aussi sur YouTube. Et en gros, j'ai pas été déçue. Donc, c'est un roman américain. Gabrielle Zévin, c'est une romancière américaine qui a surtout beaucoup écrit du young adulte, je crois. L'histoire, c'est l'histoire de Sam et Sadie qui se retrouvent sur un quai de métro, je crois à l'aube de leurs 18 ans. Ils se sont pas vus depuis des années. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était à l'hôpital parce qu'ils étaient tous là pour un problème. Sam, il avait un pied cassé, je crois, dû à un accident de voiture où il a perdu sa mère. Et Sadie, elle est là pour sa petite sœur qui a le cancer et donc elle a un quotidien assez troublé par la maladie de sa sœur. Et en gros, ce roman, c'est l'histoire d'amitié entre Sam et Sadie qui viennent pas du tout du même monde, mais qui en fait vont se lier par les jeux vidéo. Et ils vont tous les deux devenir des créateurs de jeux vidéo, mais cultes. Ils vont créer des opus incroyables, ils vont créer les jeux les plus connus de leur génération. Elle va être développeuse et lui, il va être game designer. Et en fait, leur première création, ça va être un blockbuster, ça s'appelle Ishigo, qui reprend beaucoup de leurs thèmes identitaires et introspectifs. Et en gros, du jour au lendemain, ils vont devenir des stars, ils ont à peine 20 ans. Et ça raconte vraiment comment se construit l'amitié dans la réussite et aussi dans la défaite, parce que comme toute entreprise, il va y avoir des hauts et des bas dans leur boîte. Mais ça parle au-delà de ça, plus largement d'amitié, d'échecs, de seconde chance. Et surtout, j'ai trouvé d'un besoin désespéré qu'on a tous d'aimer et surtout d'être aimé. Là, c'est 2 artistes qui ont vécu des choses très dures dans leur enfance, tous les deux. Et ils vont par le jeu vidéo essayer ouais, de, de combler des espèces de vides émotionnels. Et ça m'a trop, trop plu. Moi, j'ai adoré, en gros, parce que ça nous plonge dans l'univers des jeux vidéo que je connaissais pas du tout. Il y a des longues descriptions de comment, en fait, on crée un jeu vidéo, de l'idée, quel caractère on choisit, son genre, son âge, sa couleur de peau, sa personnalité, ce que ça crée, en fait, pour le joueur. Aussi tout l'univers graphique, la ville qu'on crée. Enfin, en fait, c'était trop intéressant. J'ai eu l'impression de le lire et d'être aussi en train de regarder un documentaire sur la création de jeux vidéo. Bref, ça m'a trop plu. Et ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est que ça abordait aussi les aspects un peu plus sombres de cette industrie des jeux vidéo, à savoir le sexisme, les compromissions artistiques, la mégalomanie de certains auteurs. Voilà, je me suis attachée aux 2 personnages, Sadie et Sam, et aussi beaucoup au troisième personnage qui s'appelle Marx, et qui est un peu l'homme qui va croire en eux. C'est leur ami qui va le premier dire ok, moi en fait je deviens votre producteur, vous êtes des génies, je vous produis, et qui va du coup devenir le chef de cette entreprise. Voilà, j'ai adoré. Et ça rappelle aussi, si on reprend toute la métaphore un peu du jeu vidéo, bah bien sûr, c'est que on a toujours un peu une seconde chance et c'est des personnages qui vont chercher toujours une seconde chance, donc ça m'a beaucoup plu. J'appelle ça un roman euh, qui remplit toutes ses promesses dans le sens où c'est une plume, c'est pas incroyable en termes de style, hein, ça va droit au but. Tu te dis pas putain cette phrase, cette citation, je vais m'en souvenir toute ma vie, mais moi j'adore aussi plonger des fois dans des romans qui sont a priori plus simples en termes de style, mais qui sont juste comme des doudous, c'est-à-dire que là je le lisais, j'étais trop heureuse de retrouver ces personnages tous les soirs. Et j'ai trouvé ça juste très réussi. Elle a voulu faire un roman sur l'amitié. euh, et pour une fois où on parle pas d'amour, et je crois vraiment qu'elle a réussi. Donc moi je vous conseille de ouf Demain et demain et demain si vous voulez un peu plonger dans l'univers du jeu vidéo, mais à travers des personnages hyper attachants.
et voilà, passer un très bon moment de lecture. J'en ai plus que deux. Le L'avant-dernier, c'est Sukwan Island. Putain, je suis nulle, je sais pas comment on le prononce. Sukwan Island de David Van, que mon chéri m'a prêté. Et j'ai trop aimé, c'était trop un bon moment de lecture. En gros, pour vous raconter l'histoire, pour vous teaser, je dirais, si vous avez envie de lire un roman qui défonce la masculinité toxique, et notamment celle des pères, bah lisez ça. Parce qu'en gros, c'est un daron euh, qui va avoir un peu une idée. Il va prendre son fils avec qui il est un peu en froid, c'est son fils ado, ils sont pas très proches. Et il va lui dire, ok, en fait, on va partir sur une île sauvage au sud de l'Alaska, tous les deux, pendant un an. On va prendre des vivres, une canne à pêche, un fusil, et on va nous-mêmes tuer des animaux et tuer des poissons, et on va survivre comme ça. Et on va vivre dans cette cabane. Et en fait, il pense que ça va être l'occasion, dans cette vie un peu into the wild, de renouer avec son garçon, mais aussi d'apprendre les codes un peu de la virilité qui sait se débrouiller tout seul dans la nature, quoi. Sauf que tout ne va évidemment pas se passer comme prévu. Ça va se transformer en cauchemar, c'est le cas de le dire. Et la fin est carrément mais glauquissime et nous plonge dans la tête d'un des deux personnages qui est juste effrayé par ce qui se passe. Et c'était trop chouette. J'ai adoré l'écriture parce que c'était une écriture hyper détaillée. Et vous avez vu, il y a quand même un... à part le livre sur les jeux vidéo, il y a quand même une espèce de, de lien entre tous ces livres. C'est-à-dire qu'ils parlent beaucoup d'extérieur et d'intérieur, de personnes qui sont cloîtrées dans des situations, entre Britney Spears qui était cloîtrée chez elle, entre le mur invisible de Marlène Haushofer qui est derrière ce mur. Sukan Island, c'est deux personnes qui sont larguées sur une cabane et qui vont essayer de survivre. Et c'était trop chouette parce que justement l'écriture est hyper détaillée. Moi je les ai vraiment vus pendant cette période de temps là donnée tous les deux. Je les ai vraiment vus galérer et faire leur petite vie. Et surtout, c'est une réflexion hyper intéressante sur les relations père-fils. Alors moi, je suis une fille, hein, donc je peux pas parler pour les fils et leur relation avec leur père. Mais il m'a semblé que c'était très intéressant sur ce que ça disait voilà, des hommes qui sont pas forcément des bons pères. Donc, je le conseille de ouf. Il a été couronné par le prix Médicis étranger en 2010 et il a été adapté en BD par le BDaste Hugo Bienvenu, qui avait fait la BD qui s'appelle Préférence Système, que m'avait prêté aussi mon amoureux et que j'avais trop aimé. Une histoire futuriste de robots. Voilà. Donc, que des chouettes lectures. Et la dernière lecture vraiment, mais mon flop. En gros, en plus, ça m'étonne parce que je l'ai trouvé j'ai trouvé dans une ressourcerie genre à 1 balle. J'en avais jamais entendu parler, ça s'appelle Ennis Batur, La maison au livre, aux éditions Zulma. Et en gros, je vous lis la quatrième de couve, je trouve que ça donne trop envie. À son retour de voyage, un écrivain renommé se voit proposer un bien étrange héritage. Sur les hauteurs verdoyantes de Dragos, quartier d'Istanbul qui surplombe le Bosphore, l'attend la maison aux livres, bibliothèque de plus de 30 000 ouvrages rassemblés dans un écrin de verre au cœur d'un vaste domaine arboré. À l'écart, un petit cabanon invite à la lecture et à la contemplation. Énigmatique, la bibliothèque vire bientôt à l'obsession. Le classement ingénieux des luxuriants rayonnages, les innombrables notes manuscrites semblent autant d'indices pour percer le mystère. Mais qui est l'architecte génial de ce fabuleux trésor ? Moi j'adore. Tu me dis, on est à Istanbul, il y a une maison chelou d'architecte vitrée avec plein de livres, on sait pas qui l'a créée, on sait pas pourquoi le narrateur il doit récupérer cette bibliothèque, mais j'adore. Enquête libriophile, littéraire, enfin je sais pas, ça me donne trop envie, donc je l'achète. Je vois en plus que là il est sur les étals de la librairie La Friche. Mais en fait, ce livre, mais c'est le plus gros fail de l'histoire, il ne se passe rien. Le narrateur, il y va dans cette librairie, on comprend toujours pas pourquoi il doit hériter de cette librairie, et en fait, le livre est une succession des remarques de l'auteur sur la littérature et la traduction, parce qu'en gros, l'auteur est très connu apparemment, il s'appelle Ennis Batur. C'est un éditeur qui a une passion pour les bibliothèques et les labyrinthes, mais moi, j'en ai vu rien en fait de cette passion. Je me suis fait chier comme un rat mort, je voulais juste que ça se termine. J'ai pas aimé l'écriture, j'ai pas aimé le ton, j'ai rien appris. Bref, trop frustrée, mais ça m'intéresse de ouf. Je sais pas, est-ce que vous avez lu des livres qui parlent notamment de bibliothèque ou de rapport à l'objet bibliothèque ou au lieu bibliothèque? Moi, ça m'intéresserait de ouf parce qu'en fait, la promesse m'a trop hypée. J'étais en mode trop bien, je vais plonger dans un univers un peu, je sais pas,
un peu fantastique avec cette bibliothèque, on sait pas pourquoi elle est là et tout. Et en fait c'était pas du tout le cas. Donc j'ai été trop déçue, donc je vous le conseille pas du tout. Voilà, je crois qu'on a fini. Bon petit... Je suis très contente de mes lectures, j'ai lu un peu de trucs différents. Ça m'a fait du bien. Dites-moi, est-ce qu'il y a des livres parmi ceux-là qui vous ont donné envie? Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lus et sur lesquels vous avez des avis, quels qu'ils soient proches ou opposés du mien? Faites-moi savoir. Est-ce que vous aimeriez d'autres vidéos, je sais pas, thématiques ou un peu continuer ce format qui recense un peu les derniers livres que j'ai lus? Dites-moi. En tout cas, j'ai trop kiffé faire cette vidéo. Ça me fait trop plaisir en fait de parler de livres. Je sais pas, genre, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Et en plus, comme j'ai mis un peu en pause notre club des lectures, je parle pas trop de mes lectures avec mes proches en ce moment, donc ça fait plaisir. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié et que j'aurai de vos retours. Et puis, je vous fais plein de gros bisous, comme une vraie youtubeuse qui se respecte. Ciao, ciao, ciao!